on vous a connu pour votre premier bouquin qui s'appelait La France orange mécanique, qui a un petit peu secoué le monde médiatique. Et on en parlera tout à l'heure parce que l'insécurité, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Alors, tout d'abord, vous venez d'où ? Alors, je viens de l'Est de la France, nous y sommes, donc ça c'est la présentation qui vaut à Paris. Moi je suis plus au sud que vous, je viens du Jura, donc je suis profondément rural et provincial. Alors mon parcours, je vais essayer de le résumer le plus vite possible parce que c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Assez classique, je fais des études parce que je sais pas quoi faire pendant quelques années. Je fais une école de journalisme. Celle de Lille. Je deviens journaliste pendant 2 ans, donc je suis dans un journal local où je traite notamment des faits divers et des audiences de tribunaux. Cette expérience et la difficulté que j'ai pour parler dans mon journal de cette expérience m'amène à démissionner de ce métier pour écrire un essai sur l'insécurité en France, donc la France orange mécanique, comme vous l'avez dit. Cet essai, au départ, écrit sans grandes ambitions, bénéficiera d'une publicité très forte et atteindra les 200 000 lecteurs. Il a été publié en janvier 2013, c'est un très grand succès de librairie. Et il se trouve que ça m'a conforté dans ma décision de l'écrire. Alors, avant de continuer, dites-nous quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre journal qui vous amènent à vouloir écrire un livre sur l'insécurité. Ce sont des difficultés assez classiques, malheureusement inhérentes à ce métier, qui veut que vous avez des comptes à rendre à votre rédaction, à la ligne éditoriale de votre journal. Quand vous pensez décrire une réalité qui pourrait concerner les citoyens, on vous explique qu'il faut mettre beaucoup de guillemets, de parenthèses et parfois un voile pudique sur cette réalité. Donc ces conflits que j'ai eus avec ma direction ont été assez vite irréparables et irréductibles. Donc m'ont amené à démissionner. Alors ça concernait, pour être très très concret, par exemple, je sais pas, les fameuses angoisses existentielles. Est-ce qu'il faut préciser l'origine d'un délinquant ou non ? Est-ce que ça apporte une information ? Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Il se trouve que dans l'absolu, ça n'a pas d'importance, sauf quand cette précision devient indispensable parce que quasiment règle générale dans certains endroits. Je travaillais dans des zones rurales, dans des très petites villes. Et donc on est obligé, quand on veut rendre compte, parce que le métier de journalisme c'est ça, on doit rendre compte des faits, de la réalité de manière honnête et objective, sans faire passer une quelconque morale avant ce devoir d'informer. On vous fait très vite comprendre que vous ne pouvez pas le faire. Donc ça pose un problème. La manière de traiter le fait divers, moi, me posait un problème, puisque à chaque fois on mettait en avant, comme le fait le tribunal, on mettait en avant les raisons du passage à l'acte du délinquant ou du criminel, et on revenait très peu ou de manière très brève sur la souffrance de la victime, quel que soit le fait divers dont nous parlons. Donc c'est ce qui m'a amené à prendre des notes d'abord dans mon département, ensuite dans ma région, à faire une enquête chiffrée sur la réalité de l'insécurité. Je me suis demandé si ce que j'observais au quotidien avait une quelconque réalité tangible au niveau national, et ça s'est avéré vrai. Et quand j'ai publié ce livre, le succès qu'il a eu montre qu'il a touché dans le cœur populaire. C'est un livre qui a été très populaire, il a touché une réalité du doigt. Donc, alors évidemment, il a fait polémique, scandale, on dira ce qu'on voudra, les mots. Il a bénéficié de publicités politiques qui sont éminemment peu recommandables. Mais on se souvient de Marine Le Pen qui a brandi votre livre comme ça. Voilà, donc ça... Jusque-là, le livre avait un succès réel. À partir du moment où Marine Le Pen en a fait une publicité insistante, médiatique, sur le plateau de Pujadas notamment, évidemment,
j'ai subi un déchaînement médiatique sans précédent. Ça a été le signal pour quantité de médias d'attaquer non pas le contenu du livre, mais son auteur, parce que c'est la méthode la plus facile pour discréditer des faits, c'est de discréditer le messager, de tuer le messager. Donc ils ont tenté de m'imputer tout un tas de proximités politiques, un passé absurde qui a été inventé de toutes pièces pour discréditer mon travail. Je l'ai pris comme une attaque déjà évidemment personnelle, mais à travers moi, je trouve que ça traduit le mépris d'une classe médiatique élitiste pour les petites gens, pour ces victimes qui sont des centaines de milliers chaque année et qui souffrent, et que, hélas, pour des raisons idéologiques et morales, la classe médiatique et politique a appris à ignorer. Alors là, on va y revenir. Il faudra quand même préciser que suite à votre premier bouquin, vous avez été identifié extrême droite. Donc ça, c'est une étiquette qu'on vous a collée. Je veux juste rajouter que vous dites dans votre livre que 90% des journalistes sont à gauche. Donc une des premières questions, c'est et vous êtes où alors ? Moi, j'aime pas spécialement la politique, ça m'intéresse pas beaucoup. La logique de parti me dépasse complètement, et je me suis jamais senti de proximité aucunement avec un parti. En revanche, j'ai constaté de mes yeux dans les écoles de journalisme que effectivement, les individus qui entraient dans ces écoles étaient très majoritairement, pour pas dire unanimement, de gauche, et que quelqu'un qui avait le malheur de déclarer sa sympathie pour François Bayrou était déjà suspect. Ça se passe comme ça, je l'ai vu de mes yeux. Et quand vous avez des simulacres d'élections qui sont organisés dans ces écoles de journalisme, où on pose une urne et tous les étudiants votent pour qui ils avaient voté, pour se rendre compte de l'ambiance politique de telle université, je ne sais pas, vous avez François Hollande qui fait 48%, Jean-Luc Mélenchon qui en fait autant. Et ensuite, on se partage entre les Verts et le reste, mais vous n'avez la plupart du temps pas une voix pour Sarkozy, alors évidemment encore moins pour Marine Le Pen. Et quand cette profession qui prétend à la représentation populaire ne peut pas ignorer un tel état de fait, alors on parle tout le temps de représentativité politique, cette profession s'absout de cette règle-là, et c'est quand même, je trouve, démocratiquement catastrophique. Est-ce que vous avez une explication à ça ? C'est-à-dire que quand on fait une école de journalisme, on le fait en connaissance de cause. Quand on est attiré par ce métier, la plupart du temps, on sait qui on s'attend à rencontrer, et il faut survivre à l'école de journalisme. Moi, je savais dès le départ quel rôle je devais jouer pour y survivre et pour me faire bien voir de mes enseignants. Mais si j'avais à un quelconque moment laissé entendre ce que j'ai laissé entendre dans mon métier sur les faits divers, j'aurais été éjecté de cette école. J'aurais pas pu trouver d'emploi à la suite de cette école. Et après, ça vous suit toute votre carrière. Vous êtes obligé de vous conditionner vous-même, d'être politiquement correct pour réussir une carrière dans ce métier. Alors, ça concerne pas seulement le journalisme, ça concerne aussi le milieu universitaire, par exemple. En tout cas, tous les secteurs qui comptent et qui donnent l'accès à l'expression publique. Alors, le politiquement correct, c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas dans votre bouquin. Hein ? Alors, non, mais absolument pas. Hein. Il y a quelques trucs bien gratinés dont on va parler. Et je veux d'abord qu'on explique un petit peu le contexte, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une... Bon, vous faites parler une dizaine de personnages qui sont des membres du parti, qui font partie de Big Brother, sur 10 sujets différents. C'est bien ça ? Alors, ce qui est assez malin, c'est qu'en fait, vous faites parler des gens. Alors, c'est une question qu'on pose toujours à un écrivain. Est-ce que c'est vous derrière ça, etc. Et donc là, on ne peut pas faire autrement que de la poser. Est-ce que derrière, est-ce qu'il y a de la dérision ? Est-ce qu'il y a un fond de pensée réel chez vous ? Ou alors, est-ce que vous faites un peu de fiction ? Expliquez le contexte un petit peu pour qu'on comprenne bien après. En fait, c'est un travail d'enquête. C'est-à-dire que j'ai rencontré des acteurs de ce système médiatique et politique, puisque Big Brother, c'est surtout ça, des acteurs pour la plupart repentis, qui sont encore dans les mailles du filet, qui ne peuvent s'en échapper, et donc qui m'ont fait part de leur vision des choses. Et c'est assez intéressant de voir ce qu'ils pensent réellement de François Hollande, par exemple, ou de tout un tas d'autres individus qui composent ce petit milieu. Voilà ce que j'ai voulu faire. Il faut quand même préciser que Big Brother, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement le roman d'Orwell 1984,
Orwell décrivait une société totalitaire où toute la population était soumise à un parti unique qui avait à sa tête un dictateur supposé qui s'appelle Big Brother. On ne sait pas à aucun moment dans ce roman s'il existe vraiment ou s'il est une sorte d'imagerie fantasmée. Et c'est un petit peu, à mon sens, nous vivons un petit peu dans la même situation. Nous sommes tous conditionnés par cette classe médiatique et politique qui pense à peu près globalement la même chose. Je me suis demandé si justement il y avait un Big Brother au sommet de la pyramide. C'est une de mes interrogations. Est-ce que vous pouvez nous préciser le sens du mot repenti avec les gens que vous avez rencontrés? Repenti, c'est-à-dire que des gens qui ont compris que ce système, que le rôle qu'ils avaient joué justement était un rôle et que leur idéal de départ en tant qu'aspirant journaliste, qui était de faire connaître la vérité, avait été complètement dévoyé au profit d'une course à la morale, à une sorte de supériorité citoyenne, à dire le bien plutôt que la réalité. C'est surtout ça aujourd'hui qui est frappant. Et moi, par exemple, ce livre, j'ai rencontré des dizaines de journalistes qui m'ont dit « Vous savez, ce livre est vraiment très bien, j'aimerais beaucoup en dire du bien, par contre, je vais être obligé de vous cracher dessus. » Vous savez pourquoi? Parce que si je dis du bien de votre livre, je ne pourrai pas publier ce papier, je vais me faire dézinguer par ma rédaction, je vais devenir un suspect à mon tour. C'est un milieu qui se terrorise. Donc, ils sont obligés de suivre le banc de sardines, quelle que soit sa direction. C'est assez effrayant, mais c'est comme ça. Vous n'avez pas quelques noms, là? Allez, non, mais j'en ai des dizaines. Mais, on coupe la caméra 5 minutes et puis vous y allez. Hein. Je respecte la déontologie, je protège mes sources. D'accord. Bon, ça, on ne peut pas en vouloir à un journaliste. Alors, on va attaquer le cœur du sujet concernant les médias. Alors, vous attaquez votre bouquin alors là, vous attaquez pas aux médias, vous attaquez à nous, hein, à nous tous, citoyens lambda, que vous appelez Monsieur Moyen. Alors, décrivez-nous ce Monsieur Moyen. Alors, Monsieur Moyen, c'est vous et moi, c'est-à-dire le consommateur, qui est dans son canapé, qui regarde la télévision et qui ingère les publicités et les slogans politiques à peu près de la même manière, qui pense qu'il a une vision du monde qui lui est propre, qu'il est tout à fait singulier. En réalité, on lui impose sa pensée tous les jours. Il regarde les écrans, Monsieur Moyen, 11 heures par jour à peu près. Ça vous donne une idée du nombre de slogans qu'on lui impose, à quel point on redécore son imaginaire mental selon le dogme du temps. C'est-à-dire qu'on lui explique ce qu'il doit penser. Et Monsieur Moyen, il a beau regarder la publicité en disant... Je maîtrise, je sais bien que c'est de la publicité, c'est stupide, ça me fait bien rire, je me ferai pas avoir, mais Monsieur Moyen, en réalité, les slogans, il les a dans la tête et il consomme selon son inconscient, donc selon tous les messages qu'on a réussi à graver dans cet inconscient. Donc évidemment, c'est aussi politique. Je reprends l'image de la domestication, parce que Monsieur Moyen est réellement domestiqué. Il a peur de dévier, de n'être pas conforme et d'être exclu de son groupe. Et il a le désir de consommer pour justement être conforme, de faire exactement comme son groupe fait, c'est-à-dire autant acheter des iPhones et autant régurgiter les slogans de l'idéologie dominante. Le fameux pas d'amalgame, par exemple, qui est devenu un tube célèbre à propos de l'affaire Charlie Hebdo. La plupart des gens répétaient ce slogan sans réfléchir à son sens réel, mais simplement parce que la télévision le martelait. C'est une démonstration de la capacité des foules à accepter qu'on lui impose une idée et à la répéter dans la rue, tout en terrorisant au besoin d'autres citoyens qui auraient pu éventuellement avoir un doute sur cette affaire. À partir du moment où tout le monde criait pas d'amalgame, évidemment, la liberté d'expression qu'on prétendait défendre s'est retrouvée, disons, pour le moins bornée. Alors, vous parlez de domestication, de soumission et de dressage même. Alors, la domestication, je vais essayer de résumer assez vite le concept, c'est quand même très important. Si vous prenez un animal comme le loup, et que vous le comparez au chien. Le chien est un animal domestique, c'est-à-dire c'est un loup qui a été sorti de son état de nature, auquel on a donné de la nourriture, du confort, qui
Donc le chien, par définition, n'a plus besoin de ses instincts de survie, de sa capacité d'endurance, de sa capacité d'orientation, de sa musculature. Bref, le chien ne souffre plus la comparaison avec le loup. Aujourd'hui, le chien est devenu dépendant de son maître, de nous, et il n'a aucune chance de survivre dans la nature. Voilà, c'est pour résumer la domestication. Le chien souffre donc d'une dégradation de ses instincts. Non seulement il est touché par un tas d'affections génétiques graves, sa sexualité est tout à fait déréglée. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un chien tenter de se reproduire avec des pantoufles. Ça donne une idée des problèmes auxquels il fait face. L'alimentation du chien est aussi complètement déréglée. Le chien est boulimique, entre autres, souffre de tout un tas de troubles comme ça. Il est donc viscéralement dépendant, il a un besoin de maître tout à fait délirant, qui est très frappant par rapport aux autres animaux. Il est frappé par un caractère juvénile durant toute son existence, c'est-à-dire qu'il joue du matin au soir de sa vie, puisqu'il n'a pas d'autres préoccupations. Si vous faites le parallèle maintenant avec l'être humain, vous apercevrez que nous sommes exactement dans la même situation. La société nous a préservés du besoin vital de survivre, de chasser, de nous alimenter nous-mêmes. Donc nous sommes placés dans une situation de confort qui fait que nous avons perdu nos instincts majeurs de survie et que donc nous avons subi les mêmes désagréments que le chien, puisque les êtres humains se reproduisent non pas avec des pantoufles, mais avec un tas d'autres objets truculents. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous devez savoir de quoi je parle. Donc ça concerne la sexualité, ça concerne l'alimentation, qui est encore une fois absolument totalement délirante chez l'être humain. Ça concerne une juvénilité permanente. L'être humain va au parc d'attractions jusqu'à 77 ans. Et surtout, le critère majeur, c'est la dépendance. La dépendance absolue de l'être humain envers un maître. Quand on rentre chez soi, on allume son écran. C'est notre inconscient qui allume l'écran parce qu'on a besoin d'une présence continue, parce qu'on a extrêmement peur d'être seul face à nous-mêmes. Ça, c'est la caractéristique la plus fondamentale de l'homme. Si vous observez vos congénères dans une rame de métro ou dans un bus ou dans la rue, vous verrez qu'ils sont toujours occupés à faire quelque chose. La plupart du temps à regarder un écran, à discuter avec quelqu'un, parce qu'ils ont très peur, ils écoutent de la musique, ils mettent un fond sonore parce qu'ils ont très peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes pour regarder en face leur situation, parce qu'ils risqueraient de se rendre compte que leur course à la consommation est tout à fait stérile et illusoire, et le chien est dans la même situation. La seule chose qui peut réveiller un animal domestique, c'est l'abandon. Donc c'est pour ça qu'on est terrorisé par la perspective de l'abandon, et que donc nous conformons au groupe, nous obéissons au maître de manière aveugle. Et je termine sur ce chapitre passionnant de la domestication. La manière de dresser un chien, c'est la récompense et la punition. Il n'y en a pas d'autre. On peut associer n'importe quel comportement du chien à une récompense, par exemple aller chercher le journal, on lui caresse la tête, on lui donne un bonbon, il associe une récompense même si ce comportement n'a aucun sens pour lui. Par contre, s'il refuse d'aller chercher le journal, on lui met une tape sur le museau, il l'associera également comme un stimuli négatif à ce comportement, même si ça n'a pour lui aucun sens. Nous, la télévision, les grands médias ont le pouvoir de nous inculquer des comportements qui n'ont aucun sens, qui n'ont vraiment aucune finalité propre pour nous, mais que nous acceptons parce qu'il y a derrière la perspective d'une récompense ou d'une punition. Voilà, j'essaie de résumer de manière extrême ce qui nous rend aptes à subir le conditionnement de Big Brother. Oui, voilà, parce que vous dites qu'il suffit de lancer une idée, aussi stupide soit-elle, à force de la matraquer, si tous les journaux, si toute la presse en parle, on va finir par accepter ça comme une possibilité au moins. Ah oui, c'est certain. Les médias ont la capacité de créer de toutes pièces une actualité. Les publicitaires le font aussi très bien. La plupart des produits que nous consommons n'ont absolument aucun sens. Et pourtant, on se sent obligé de suivre un mouvement parce que si on n'est pas dans ce mouvement, on risque d'être... En tout cas, on ressent la peur d'être mis à l'écart de notre propre groupe. Donc,
on s'oblige à jouer ce jeu. Mais encore une fois, sans réfléchir, on s'absout de toute réflexion. On pense qu'on est la plus belle civilisation du monde, que c'est formidable d'être européen et de pouvoir consommer du soir au matin. Évidemment, on ne peut pas se remettre en cause parce que notre identité, notre raison d'être s'effondre. Et donc, on a tellement peur de l'exclusion du groupe qu'il faudrait que tout le monde s'arrête en même temps, mais c'est impensable. Parce que dans votre argumentation, on peut pas vous opposer facilement le libre arbitre, parce que vous dites que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça a été suggéré. Alors, ça fait peur quand même, parce que on est nombreux ici à avoir des boulots, à avoir des vies, etc. On peut pas penser, enfin, on sait très bien qu'il y a de la publicité, de la communication, etc. On peut pas penser une seule seconde qu'il y a quand même un moment où on est quand même maître de ses choix. Ça, c'est une impression qu'on a, mais c'est comme la conscience. On pense le moi, nous sommes tous persuadés d'exister, que notre moi, que notre âme existe, mais en réalité, c'est une illusion de notre système neuronal. Bon, après, ce sont des débats philosophiques qui nous emmèneraient très loin, mais nous sommes complètement dépendants de déterminismes très puissants qui nous imposent, enfin, que nous croyons maîtriser, mais en réalité, quand on prend n'importe quelle décision dans la vie de tous les jours, notre cerveau la prend 8 secondes avant que nous en ayons conscience. C'est pour vous donner une idée d'à quel point nous sommes dépassés par nos actes. Alors, est-ce que d'après vous, il y a une date? Est-ce que ça a commencé à un moment? Ou est-ce que 19e siècle, c'était pareil? La domestication au Big Brother. La domestication, alors on a bien compris. Elle date depuis l'aube des temps, depuis la société humaine. L'agriculture l'a évidemment accélérée, l'industrialisation l'a accélérée, la médecine l'a rendue obligatoire, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, si nous dépendons de la médecine pour survivre, moi je trouve ça très bien, évidemment. Je me soigne comme vous, je me suis fait vacciner, et si j'ai une maladie, je serais content que le médecin me guérisse. Sauf que le problème, c'est que nous transmettons des maladies que la sélection naturelle aurait éliminées, comme les chiens aujourd'hui. Et encore une fois, les chiens, nous adorons les chiens. Moi je trouve ça formidable, un chien qui a des grandes oreilles rigolotes. Sauf qu'avec ces grandes oreilles rigolotes, il a souvent une cardiopathie sévère qui condamne son espèce. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous ne réfléchissons pas aux conséquences de la médecine. Nous l'avons rendue indispensable, mais elle dépend de tant de paramètres extrêmement complexes que le jour où ces paramètres s'effondreront, ce sera, hélas, un carnage pour notre espèce. Ce n'est pas une perspective réjouissante, mais ce sont des questions qu'on devrait se poser. Si on a une capacité de vision à long terme, on devrait s'interroger sur ces grandes questions. Or, toute l'actualité est focalisée sur des inepties à court terme. Toute l'actualité qui passe ne concerne que de la petite actualité, finalement, du divertissement. Ce que Pascal appelle le divertissement, c'est-à-dire tout ce qui nous détourne de notre condition d'individu, qui attire notre attention, toute la communication, tout le verbiage permanent. Vous savez, c'est une technique d'hypnose. Quand vous voulez hypnotiser quelqu'un, vous lui envoyez plusieurs informations en même temps et son cerveau finit par complètement se déconnecter parce qu'il est saturé d'informations. Aujourd'hui, les individus que vous croisez dans la rue sont complètement déconnectés de tout ce qui se passe parce qu'ils ont trop d'informations à gérer, ils sont dans un état hypnotique. Il faut se rendre compte que nous sommes, nous, êtres humains, programmés pour vivre dans un environnement où la moindre rencontre avec un inconnu mettait en jeu notre vie. Donc notre cerveau a développé des alarmes très puissantes à ce sujet. Et aujourd'hui, la vie moderne fait que tous les jours, nous croisons des centaines d'inconnus. Vous imaginez les dégâts psychiques que ça engendre. C'est pour ça que les individus sont complètement fermés dans leur bulle et que je fais de l'expérience avec les gens dans la rue, vous verrez qu'ils sont complètement abrutis en réalité. Ils sont incapables de prévenir un danger ou de voir ce qui se passe. Donc plus on rencontre de monde et plus on a le cerveau dérangé, quoi. Hélas. Bon, alors on reviendra aux politiques après, hein, je voulais en parler tout de suite. Donc Big Brother, le début de Big Brother, Alors, c'est difficile à dire, c'est-à-dire que quand quelqu'un a réussi à prendre justement ce rôle de maître que tous les êtres humains appelaient de leur vœu, il est devenu Big Brother. Et alors là, il se trouve que Big Brother a une couleur. Depuis, je sais que ça fait toujours rire de dire ça, mais il s'est passé quelque chose en mai 68 qui a orienté la société dans un sens, qui a fait que tous les milieux justement qui comptaient, qui donnaient accès à l'expression publique, c'est-à-dire le journalisme et l'université,
ont été tout à fait, en quelques années, ont été contrôlés par des individus extrêmement politisés qui ont pu sélectionner tous ceux qui allaient rentrer derrière eux. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait. Le système est très simple. Si vous entrez dans une université, vous devez correspondre à ce qu'attend de vous l'examinateur, puis votre directeur de thèse, puis celui qui va vous publier, etc. Et j'ai rencontré des universitaires qui sont au soir de leur carrière et qui me disent « je ne peux pas dire la vérité parce que je vais tout perdre. Je ne peux pas mettre en jeu tous les sacrifices de ma carrière pour cette vérité. » Alors qu'au départ, je n'avais que ce but-là. Et vous voyez, comme le système, vous ne pouvez pas exister si à un moment donné, vous ne vous soumettez pas à ce système, et à partir du moment où vous existez contre lui, vous en êtes exclu. Il n'y a pas de solution. Alors, on va revenir à la presse. Vous parlez d'être éjecté du système. On pourrait prendre votre cas, c'est-à-dire que votre bouquin se vend pas mal, se vend même bien, seulement vous êtes absent des médias. Alors, vous avez très très peu de presse, vous avez des émissions annulées. Alors, est-ce que vous arrivez à identifier le pourquoi ? Est-ce que vous gênez ? Est-ce que votre livre dérange ? Disons qu'il y a plusieurs techniques pour tuer un messager. La première fois, c'était la calomnie. Ça marche très moyennement parce qu'aujourd'hui, la confiance du grand public en ces médias est extrêmement limitée. Ce qui fait que quand vous avez Aymeric Caron qui vous hurle dessus, ça vous amène immédiatement une masse de lecteurs incroyable. Donc c'est tout à fait contre-productif. Je pense qu'ils s'en aperçoivent. Donc aujourd'hui, la stratégie du silence est la plus efficace. Vous ne parlez pas du livre, l'auteur n'existe pas, il ne se vend pas, c'est terminé. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des canaux alternatifs sur Internet notamment qui permettent de contourner ces excommunications-là. Mais évidemment, pour toucher le grand public, il faut les grands médias. On a eu l'exemple de Houellebecq, même en tentant de le salir ou de le traîner dans la boue, il a vendu des millions d'exemplaires. Parce qu'il y a, comme je le disais maintenant, un effet tout à fait inverse, c'est-à-dire que les monsieur moyen devant sa télévision a tendance à faire exactement le contraire de ce que va lui dire les médias. On lui dit de ne pas voter Front National, il vote Front National, monsieur moyen. Et il commence à prendre le parti inverse des ordres de ce système. Donc ça peut mener à des résultats catastrophiques, puisqu'aujourd'hui, les théories du complot, par exemple, fleurissent de manière vraiment impressionnante et ça fait très peur. Le nombre de personnes a priori saines d'esprit qui viennent m'expliquer que les traînées dans le ciel sont de l'épandage radioactif de substances qui visent à nous contrôler, c'est vraiment inquiétant. Et le problème, c'est que souvent, quand on voit une erreur, on a tendance à faire le contraire de cette erreur, et c'est souvent pas forcément... C'est souvent une autre erreur, hélas. Ça, c'est aussi un travail pédagogique qu'il faut faire, mais on comprend que monsieur moyen, qui voit qu'on lui ment en permanence, cherche d'autres voies. Et le problème, c'est que pour l'instant, il n'existe pas, en tout cas. Donc, par rapport à votre... Il y avait une émission sur la 5 où vous avez été annulé. Oui, je peux refaire un petit peu l'historique. Oui, j'aimerais que vous fassiez un peu l'historique. Ouais. De la sortie de ce livre. Donc, il était prévu le 15 janvier de cette année. Donc, on avait eu une exclusivité négociée avec Anne-Sophie Lapix de C'est à vous et avec Léa Salamé de France Inter. Donc, exclusivité audiovisuelle et télévisuelle. Le même jour, le jour de la sortie du livre. Donc on s'était dit c'est plutôt une bonne chose, sauf qu'entre-temps il y a eu l'affaire Charlie Hebdo, pas d'amalgame oblige, nous avons été repoussés d'une semaine, toujours en s'engageant à maintenir cette exclusivité, sauf que la semaine suivante, les émissions ont été annulées. Et ça, pour saper une promotion, il n'y a rien de tel, parce que vous, à partir du moment où on vous donne une exclusivité, vous ne cherchez pas ailleurs. Donc vous devez reprendre vos démarches, et c'est déjà trop tard, parce que le timing médiatique et la fenêtre de tir est extrêmement... faible. Donc nous avons eu comme ça quantité de promesses qui n'ont pas été suivies de faits. Donc bon, malgré tout, on a réussi à s'en sortir à peu près, mais c'était très dur. C'était très dur. Il y a une chose qui m'a marqué. Enfin, j'ai noté beaucoup de phrases. Hein. Alors, on peut commenter toutes les phrases du livre quasiment. C'est impressionnant. Vous parlez de la liberté d'expression, quelque chose qui nous est cher. Quelque chose qui fait partie de nos valeurs, et vous dites que cette liberté d'expression, on la prend comme une valeur fondamentale, mais en fait... Alors, c'est un leurre absolu. Voilà. Alors non, mais ça nous paraît fantastique sur le papier, mais sauf que, encore une fois, c'est une question d'équité d'expression. Monsieur Moyen, il est dans son canapé face à sa télévision, personne ne l'entend crier. Aymeric Caron, en face de lui, il est en train de parler à 3 millions de personnes.
3 millions de personnes, Monsieur Moyen, dans sa vie, il ne pourra jamais les rencontrer. Donc, il y a un déséquilibre énorme. Et en plus, alors je parle d'Émeric Caron, je pourrais parler de quelqu'un d'autre, mais n'importe quel... Attends, on en parlera tout à l'heure. N'importe quel journaliste aujourd'hui, il a déjà son autorité de journaliste. Monsieur Moyen, l'air de rien, il est impressionné par l'autorité du journaliste. Il pense que le journaliste, il a quand même une culture, c'est son métier, il sait de quoi il parle. En plus, le journaliste, sur son plateau, il a 4 experts avec lui qui ont des bacs plus 50 et qui expliquent à Monsieur Moyen ce qu'il doit penser. Donc Monsieur Moyen, il se sent tout petit face à ça. Donc là est le déséquilibre. Et quand ces individus à la télévision vous montrent du doigt et vous disent que vous, je sais pas, que vous êtes une mauvaise personne, que votre pensée est nauséabonde, eh ben ça fait très peur. Parce qu'ils ont la mort sociale au bout du doigt. Ils peuvent, comme ça, condamner n'importe qui à perdre sa place, son poste, sa carrière et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un système extrêmement puissant auquel on ne peut pas répondre. Donc c'est pour ça que la liberté d'expression est, à mon avis, une escroquerie absolue, d'autant que cette expression, encore une fois, est contrôlée par des individus qui pensent la même chose. Alors, ils pensent la même chose, mais en même temps, on peut aussi imaginer qu'ils ont aussi une manière de voir les choses qui est légitime. Et finalement, vous pouvez très bien tomber sur un journaliste qui va vous adorer, et puis sur un autre qui ne va pas vous aimer. Et c'est un peu la règle du jeu. Dans la communication, parce que vous aussi, vous faites de la communication. Il faut que vous vendiez le bouquin, il faut que vous en parliez. Donc vous êtes obligé de jouer ce jeu-là. Le problème, c'est qu'ils me disent, encore une fois, ils me disent tous qu'ils m'adorent, sauf que ça, c'est pas en direct, c'est en off. Et quand ils disent qu'ils me détestent et que je suis un suppôt d'extrême droite, ça, c'est en direct à la télévision. Donc, même si le discours paraît équilibré sur le papier, ces effets sont assez désastreux. Et moi, je ne dis pas que je veux interdire personne de parler. Je trouve ça très bien qu'il y ait plusieurs opinions, mais justement, là, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule opinion. Quand on parlait des écoles de journalisme tout à l'heure, mais il faut savoir que Le Monde, par exemple, qui est censé être le journal peut-être le plus, le grand journal français, celui qu'on perçoit comme le journal peut-être de référence, vote aux dernières présidentielles, il a élu Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'eux aussi font le système de vote interne. Jean-Luc Mélenchon, largement devant François Hollande, etc. Voilà, c'est radical. Même Le Figaro, qui passe pour un journal de droite, n'a pas élu un candidat de droite. Il faut se rendre compte que cette pluralité n'existe pas. De toute façon, je pense qu'assez largement, la presse, je ne sais pas si on va y revenir, est une sorte d'illusion de démocratie qui est largement subventionnée en tant que telle et qui est là pour donner cette illusion qui est un paysage démocratique parfait où tout le monde peut discuter librement, sauf que la réalité n'est pas celle-ci. Voilà, je ne sais pas si on va... vous pouvez encore développer, on s'arrêtera quand on sera servi, nous. Parce que l'Union soviétique, par exemple, n'a jamais eu cette idée formidable d'imposer aux gens d'acheter les journaux qu'ils ne veulent pas lire. Ça, la France est le seul pays à faire ça à ma connaissance. C'est-à-dire que, par exemple, les journaux qui ne sont pas lus comme l'Humanité ou Libération sont subventionnés par vos deniers, vos impôts directs. Donc vous les payez, vous ne voulez pas les lire, tant pis, vous les payez quand même. Ça pose déjà un problème. Alors, je parle des subventions directes, mais il y a quantité d'aides possibles. On parle des annonces légales, on peut parler de l'aide au portage, des abonnements des collectivités, des publicités qui viennent de l'État. Donc, en tout cas, ces journaux-là n'ont pas de légitimité par rapport à un lectorat, mais ils ont une puissance réelle au sein de la classe médiatique, en tout cas. Et surtout, encore une fois, ils donnent une illusion que tout va bien, que tout le monde lit les journaux, que tout est parfait. Sauf que dans un monde normal, un journal qui n'a pas de lecteur, il n'a pas existé, tout simplement. Donc le problème, c'est que les grands groupes, les individus qui tiennent les groupes de presse n'ont aucune raison de lancer un journal concurrent à ces groupes-là. Donc ils rachètent ces journaux-là. Avec le jeu des holdings, ils peuvent payer un petit peu moins d'impôts. Et en plus, c'est quand même la classe d'acheter Libération. Ça, sur un CV, ça fait bien. C'est un petit peu du mécénat de papier. Vous avez, alors, en plus de ça, tous ces journaux qui sont détenus par les mêmes individus.
oblige quand même les journalistes à produire du contenu qui n'est pas, encore une fois, indépendant. C'est quand même inquiétant de savoir que un seul individu peut posséder 5 grands titres de presse qui sont d'obédience différente. D'autant que ces individus sont extrêmement liés avec le pouvoir.